8, Émilie Aubry. Merci d'être avec nous en direct sur France Culture. Voici l'Esprit public, un autre regard sur l'actualité de la semaine. Au sommaire ce matin, Trump et l'Iran, un tournant pour le monde. Et le grand retour du service national obligatoire, à quelles fins utiles ? Nos visiteurs de ce dimanche 13 mai, l'ancien ministre des Affaires étrangères Hubert Védrine, la journaliste du Monde Sylvie Kaufmann, le philosophe François-Xavier Bellamy et l'ancien conseiller de l'Élysée Gaspard Ganzer, et peut-être devrais-je dire aussi le candidat à la mairie de Paris si j'en crois la lecture des journaux cette semaine. Paris justement, le quartier de l'Opéra hier soir et cette attaque au couteau un peu avant 21h. L'auteur, un russe tchétchène né en 1997 qui a crié Allah Akbar, a agressé plusieurs personnes dans les rues, bars et restaurants du 2e arrondissement. Il a tué un jeune homme, a blessé 4 autres personnes avant d'être rapidement tué par les forces de l'ordre. Intervention rapide en moins de 10 minutes. Daesh a revendiqué rapidement cette attaque. Emmanuel Macron a déclaré sur Twitter « La France paye le prix du sang une nouvelle fois, mais ne cède pas un pouce aux ennemis de la liberté ». Gaspard Ganzer, Paris de nouveau touché par un acte terroriste islamiste, un samedi soir, un soir de fête, voilà qui est étrangement familier à vous particulièrement, qui étiez aux côtés de François Hollande en novembre 2015, même si c'est vrai, l'extrême rapidité de la réaction, moins de 10 minutes, nous montre aussi à quel point nous avons appris à vivre avec ce terrorisme-là. Il y a des courbes d'expérience et d'apprentissage dont on se passerait bien, et c'est vrai qu'aujourd'hui les forces de l'ordre sont de plus en plus réactives et efficaces. Elles l'ont prouvé hier dans le quartier de l'Opéra à Paris. Ça n'a pas empêché les blessés ni les morts, mais vraiment il faut les remercier, les saluer pour leur promptitude. Cet attentat, cette agression terroriste vient nous rappeler une nouvelle fois qu'on n'en a pas fini avec le terrorisme à Paris et ailleurs. Si on fait la chronique des derniers mois, il y a eu les attentats de Trèbes et Carcassonne, il y a l'agression à Marseille il y a un an, Xavier Jugelé qui était agressé et tué sur les Champs-Élysées. On ne doit pas baisser la garde face au terrorisme et être toujours prêt à réagir. C'est le travail des forces de l'ordre et des forces de secours, mais c'est aussi le travail de toute la population qui doit se tenir debout, parce que je pense que quand même, toujours, la meilleure façon de réagir face aux attentats terroristes, c'est de continuer à vivre en fonction de nos valeurs, de notre culture et de notre façon de vivre. Hubert Védrine, l'assaillant, un Français né en Tchétchénie, on sait que la Tchétchénie et l'Ingouchie ont fourni plus de 10% des combattants de Daesh en Syrie. Bon, on ne peut redire que les mêmes choses, vous savez, après les attentats. Il y a une vague de terrorisme islamiste dans beaucoup de pays dans le monde. Il y a des attentats tous les jours dans un pays arabe ou musulman. Ça durera ce que ça durera, ça finira par s'arrêter un jour. On a pris beaucoup plus de précautions qu'avant, efficacité de la police, rapidité, prévention, dans quelques cas des actions militaires, parce que c'est malheureusement nécessaire, et l'issue, c'est quand l'ensemble du monde musulman, sunnite, modéré, normal, tout ce qu'on est entre guillemets, finira par rejeter ça, donc ils finiront par s'arrêter, puisqu'ils n'atteindront jamais leurs objectifs. D'ici là, il faut être tenace, quoi. Tenace, courageux, organisé, serrer les dents et attendre. Mais c'est pas un problème nouveau, quoi, vous voyez. Il ne faut pas se focaliser que sur la France, même si Gaspard a raison de rappeler ce qui s'est passé en France. On est un champ de bataille tout à fait périphérique par rapport à ça. Et on y reviendra dans quelques secondes. Bon, voilà. Dans quelques secondes, et la politique qui, comme toujours, reprend assez vite ses droits dans ce genre de circonstances. François-Xavier Bellamy, puisque Marine Le Pen a déclaré très rapidement hier soir sur Twitter « Le peuple français ne se contentera plus de commentaires, ce sont des actes qui sont attendus ». Quasiment la même réaction chez Laurent Wauquiez, les mots ne suffisent plus, il faut des actes. Ce qui est vrai, comme le disait Hubert Védrine à l'instant, c'est c'est une vague de terrorisme qui touche beaucoup d'autres pays que le nôtre, et donc il serait complètement fou de prétendre qu'une politique, quelle qu'elle soit, pourra y mettre fin de manière instantanée. Ce qui est vrai aussi en revanche, c'est que si on doit féliciter les forces de l'ordre pour leur intervention rapide, on peut aussi les féliciter paradoxalement et avec un peu de tristesse pour leur capacité à prévenir la situation, puisque cet homme était fiché S lui aussi. Et on se demande dans quelle mesure on ne pourrait pas, même si
le fait de mettre en œuvre des mesures qui toucheraient tous les fichiers S à quelque chose de complètement absurde. Il y a forcément quelque chose à faire pour que cette capacité de détection, dont on voit bien qu'elle est finalement assez rarement prise en défaut, nous permette malgré tout de mieux prévenir les attentats par peut-être un investissement renforcé sur la capacité de renseignement qui sans doute nous manque aujourd'hui pour faire le pas supplémentaire. Ces commentaires politiques de Marine Le Pen, de Laurent Wauquiez, vous les trouvez justifiés, à la hauteur ? Ils font partie, vous le disiez, de réactions malheureusement très ordinaires après les attentats. Et ce que disait Hubert Védrine est très, très juste. Moi, ce que je trouve assez terrifiant dans cette situation, c'est la répétition des attentats et la répétition des commentaires dans tous les sens. D'ailleurs, nous sommes condamnés à répéter les mêmes choses et les opposants le font. Il y a des dizaines d'attentats prévenus chaque année. Justement, pas qu'en France, parfois c'est des centaines dans d'autres pays. Je vous propose de sortir du commentaire, en effet, renvoyé pour tout connaître des suites de l'enquête sur les éditions d'information de France Culture et notamment le journal de la rédaction tout à l'heure à 12h30 avec vous Sylvie Kaufmann et avec vous 3 autres. Nous allons maintenant en venir à la folle actualité géopolitique de la semaine qui n'est pas sans lien d'ailleurs avec ce que nous venons d'évoquer dans ce monde où désormais tout est lié. France Culture, l'esprit public, Émilie Aubry. D'abord, l'annonce tant redoutée mardi 8 mai, tonitruante et bravage de Donald Trump. Le retrait américain de l'accord sur le nucléaire iranien et ces mots, nous allons imposer le plus haut niveau de sanctions économiques. Et puis cette nuit de tir, de mardi à mercredi, où l'État hébreu disait avoir frappé presque toutes les infrastructures de l'Iran en Syrie, en représailles de tirs de roquettes iraniennes sur des positions de Tsahal, sur les hauteurs du Golan. Une semaine géopolitique complètement folle qui avait vu aussi lundi soir la victoire aux législatives libanaises du Hezbollah, puissant mouvement chiite, principal allié de l'Iran dans la région, au détriment du Premier ministre sunnite Saad Hariri. Une semaine où l'on écoutait aussi Emmanuel Macron se lancer à Aix-la-Chapelle, aux côtés d'Angela Merkel, dans un plaidoyer presque désespéré pour que les Européens restent unis, comme une urgence de voir enfin se constituer un bloc de puissance européenne face à l'Amérique de Trump et à la montée des périls au Moyen-Orient. Dans les semaines à venir, comment allait évoluer ce monde dont on connaissait maintenant les fondamentaux, un axe américano-israélo-saoudien qui rentrait donc en confrontation assumée avec l'axe irano-russo-syrien. Quel tournant se dessinait là, sous nos yeux, pour l'équilibre ou le déséquilibre du monde ? J'annonce aujourd'hui que les États-Unis vont se retirer de cet accord sur le nucléaire. Dans quelques instants, je vais signer un mémorandum présidentiel pour recommencer à mettre en place les sanctions américaines sur le régime iranien. Nous allons instituer le plus haut niveau de sanctions économiques et toute nation qui aidera l'Iran dans l'acquisition de ces armes pourra être aussi sanctionnée sévèrement par les États-Unis. Nous avons frappé presque toutes les infrastructures iraniennes en Syrie. Ils ne doivent pas oublier l'adage selon lequel si la pluie nous tombe dessus, la tempête s'abattra sur eux. J'espère que nous avons bouclé ce chapitre et que tout le monde a compris le message. Voilà, Donald Trump et le ministre de la Défense israélien, Sylvie Kaufmann. C'est vrai que depuis de longues semaines dans cette émission, on analyse ces nouvelles alliances géopolitiques. D'un côté, je le rappelais, l'Amérique, Israël, l'Arabie Saoudite, qui n'ont pas du tout envie de laisser l'Iran devenir la grande puissance régionale qu'elle était en train de devenir. Et puis de l'autre, la Russie et la Syrie, qui jouent traditionnellement, on le sait, la carte iranienne dans la région. Finalement, qu'est-ce qu'on a vu cette semaine ? On a vu ces deux pôles rentrer dans une phase de confrontation directe, pour ne pas dire frontale ? Moi, je pense qu'on a vu d'abord, c'est l'aboutissement dans sa forme la plus affirmée et la plus agressive de la politique unilatéraliste de Donald Trump. C'est là-dessus qu'il a fait campagne. Il y a 2 ans. Il s'est engagé dans cette voie par palier, d'une certaine manière, en se retirant dès son élection de l'accord sur le climat multilatéral, de l'accord de Paris, puis du partenariat transpacifique, qui est un accord de libre-échange avec l'Asie. Il a pris cette décision de déplacer, de mettre l'ambassade des États-Unis à Jérusalem contre l'avis de tous ses alliés, ou de la quasi-totalité d'entre eux. Il est en train de mettre en pièces le système de commerce international en menaçant ses alliés à nouveau de droits d'exportation. Et là,
non seulement là, je pense que c'est vraiment un tournant majeur parce que en plus de prendre une décision unilatérale, il la prend directement, ouvertement contre ses alliés qu'il humilie, puisque ses alliés européens sont venus les uns après les autres plaider leur cause à Washington dans les conditions qu'on a déjà décrites autour de cette table. Et non seulement il les humilie, mais il prend des décisions qui leur sont directement hostiles, qui sont hostiles à leurs intérêts économiques et à leurs intérêts politiques et diplomatiques. Voilà, il tourne le dos à ce système multilatéral fondé par les États-Unis et que maintenant les Européens sont finalement chargés de défendre, ou ont décidé eux-mêmes de défendre. Voilà. Juste une petite chose, il y a sur cet angle, il y a un peu plus d'un an, je crois, dans le Wall Street Journal, une tribune avait été publiée qui était très importante, signée par McMaster, qui était à l'époque conseiller à la sécurité nationale de Donald Trump, et Gary Cohn, qui était son conseiller économique. Et le titre de cette tribune, c'était « America First is not America alone ». L'Amérique en premier n'est pas l'Amérique toute seule. Ces deux conseillers sont partis, ils ont été évincés, et l'Amérique aujourd'hui est seule, parce que dans cette affaire, elle a comme alliés Israël et l'Arabie Saoudite, et ses alliés classiques sont en difficulté. Vous parliez des conseillers de Donald Trump qui vient de choisir un nouveau conseiller à la sécurité, John Bolton, c'est-à-dire un néoconservateur qui milite depuis très longtemps, depuis le 11 septembre, pour que les États-Unis renversent le régime des Mollahs. C'est ça, Hubert Védrine, la grille de lecture américaine, faire du regime change? On étouffe l'Iran jusqu'à ce que le régime change? Oui, je crois que c'est leur but, oui. Enfin, je suis d'accord avec ce qu'a dit Sylvie Kaufmann. Israël et l'Arabie, ce pas des alliés, c'est des inspirateurs dans l'affaire. C'est la ligne israélienne dure. Likoud ultranationaliste, c'est la ligne de Netanyahou, et en Arabie, c'est la ligne actuelle. En fait, ils disaient qu'ils avaient peur de l'arme nucléaire iranienne. En fait, ils ont peur du retour de l'Iran comme une puissance importante, c'est que l'Iran sera un jour ou l'autre. Mais bon, c'est ça leur obsession par rapport à ça. Alors, Trump, dans ses déclarations, va un tout petit peu moins loin que Bolton, qui est un fou furieux, qui est le nouveau responsable pour la sécurité nationale. C'est amusant de voir ce titre appliqué à Bolton, d'ailleurs, c'est curieux. Pompeo, qui est un dur aussi, est peut-être un dur plus rationnel, plus froid que diplomate, non, mais plus rationnel dans son genre que Bolton, qui est vraiment un va-t-en-guerre au sens propre du terme. Donc c'est ça qu'il recherche. Si les États-Unis avaient dit « on sort », point, les autres co-signataires auraient dit « on continue ». Mais on ne peut pas faire la même opération que dans l'affaire du climat, parce que non seulement il dit « on sort », mais on menace l'ensemble des autres et on va les empêcher de continuer. Et ça, c'est pas Trump, ça remonte à bien avant. Ça fait des décennies qu'on a laissé se développer une politique américaine ultra-unilatéraliste. Il y avait un discours permanent sur le multilatéralisme qui était une façade, un rideau de fumée. Ça fait des décennies qu'il y a des sanctions unilatérales qui sont censées s'appliquer au monde entier uniquement parce que ça a été voté par le Sénat américain, etc. Ça remonte aux lois d'Amatou Kennedy, ça remonte à beaucoup de lois sur différents sujets, différents prétextes, etc. C'est insupportable. Donc en pratique aujourd'hui, ce que nous vivons, c'est une prise en otage par la menace américaine, sans même qu'ils aient à faire des procès, simplement en intimidant de l'ensemble de l'économie mondiale qui n'est pas contrôlée que par les Chinois. C'est ça l'enjeu actuel. Et c'est un défi absolument énorme pour les Européens, pour la France qui fait ce qu'elle peut, qui a fait ce qu'elle a pu pour que ça ne se produise pas par rapport à la suite. Est-ce qu'il est possible de faire vivre l'accord Iran, qui était extrêmement rationnel, intelligent, qui est un pari sur l'avenir, mais c'est ce pari-là que les Israéliens, Saoudiens et Trumpiens veulent casser. Peut-être même certains Iraniens de Californie, d'ailleurs. C'est le pari de l'Iran moderne. Mais de ce point de vue-là, comment vous voyez l'étape d'après, Hubert Védrine, quand vous voyez comment la diplomatie européenne s'est mise en branle, lorsque vous voyez Téhéran annoncer une grande tournée diplomatique? Rien s'est mis en branle, mais non, la suite, c'est une concertation. Il y a le discours d'Emmanuel Macron, très véhément à Aix-la-Chapelle. Ce que dit le président est très bien. C'est très très bien. Mais l'étape suivante, c'est la concertation précise, financière, technique, juridique, entre les co-signataires, d'abord européens. Si les Européens n'arrivent pas, parce que toutes leurs entreprises dépendent un peu des États-Unis pour des pièces détachées, pour le marché, pour le dollar, pour ceci, pour cela, les preneurs d'otages américains utilisent tous les prétextes par rapport à ça. À ce moment-là, c'est la Chine. La Chine et la Russie qui sont moins dépendantes. La Russie un peu moins, et la Chine moins par rapport à ça.
Donc même en termes géopolitiques brutaux sur l'avenir des Occidentaux dans le monde chaotique global, c'est complètement débile. Alors, ça veut dire quoi, cette possibilité ou cette hypothèse de pouvoir maintenir un accord? On ne peut pas répondre à leur place, ils sont en train de travailler là-dessus, donc il faut qu'ils se concertent avec les Iraniens, parce que du coup ça déclenche chez les Iraniens la tentation du pire aussi. Les Pasdaran ont toujours été contre l'accord qui normaliserait l'Iran, ils ne veulent pas un Iran normalisé, pas plus que Trump. Donc ils vont essayer de reprendre le dessus sur Rouhani. Qu'est-ce que peut donner le malheureux Rouhani dans cette situation? Donc ils vont parler avec lui, ils vont vérifier auprès de l'agence énergie atomique que l'Iran applique toujours l'accord, et ils vont essayer de bâtir quelque chose. Dans le passé, c'était tenté une fois ou deux, quand il y a eu le bras de fer sur le gazoduc soviétique en 82, quand il y a eu le règlement en 96. Mais bon, les Européens sont ce que nous savons. Il faut vraiment souhaiter énormément et travailler à ce qu'il y arrive à s'organiser. Ça suppose de contourner le dollar. Il y a un enjeu monétaire aussi dans cette affaire. Il faudrait avoir des circuits financiers qui soient différents, autonomes, invulnérables par rapport à ça. Mais c'est très compliqué à imaginer, sauf à passer une sorte d'accord très très poussé avec les Chinois. Vous voyez, c'est quand même un moment de bascule. C'est un moment, depuis, disons, le début du pseudo-monde global, au début des années 90, c'est peut-être le moment stratégiquement le plus important. François-Xavier Bellamy, vous avez aussi ce sentiment d'être dans un moment de tournant de l'histoire, avec ce à quoi vous avez assisté cette semaine? Avec un œil bien moins aiguisé, mais ce qui est vrai, c'est que il y a deux choses, je trouve, qui sont marquantes. La première, c'est que effectivement, cet accord était un pari. Et on peut reconnaître d'ailleurs que c'est un pari qui n'était pas du tout évident. La France a elle-même été assez réticente assez longtemps sur la perspective de cet accord. Elle n'a pas été en première ligne pour pousser à ce que ce pari soit fait. Et on peut très bien comprendre en un sens que Israël, par exemple, soit inquiet de ce pari, parce que on sait le degré d'agressivité qui existe de la part de l'Iran, d'une partie non négligeable du personnel politique. On a peu commenté d'ailleurs les résultats des élections au Liban cette semaine. Oui, et de fait, il y a vraiment, on peut comprendre qu'il y ait une vraie inquiétude pour Israël. Donc l'accord lui-même en tant que tel, effectivement, il était peut-être sujet à discussion, et on ne peut pas être surpris d'ailleurs que Donald Trump s'en retire, puisque ça a été pour le coup un des éléments totalement inflexibles de sa campagne, de sa parole, de sa doctrine depuis des mois et des années. Donc il y a là quelque chose qui finalement était loin d'être totalement imprévisible. Maintenant, et d'ailleurs, il faut rajouter que la démission assez inquiétante qui s'est produite à l'AIEA cette semaine, sans aucune explication, nous permet aussi de penser qu'il y avait peut-être des difficultés dans l'application de l'accord. Cela étant dit, ce qui est très inquiétant dans la manière dont ce retrait s'opère, comme le disait Hubert Védrine, c'est la virulence avec laquelle les États-Unis cherchent à détruire et la tout le dialogue possible. Et c'est une forme de brutalisation des rapports internationaux qui est extrêmement inquiétante, parce qu'on a le sentiment qu'effectivement, même une grande puissance comme les États-Unis ne joue plus le rôle d'apaisement, de stabilisateur qu'il pourrait jouer, malgré toutes les réserves sur ce dossier précis. Alors depuis de longues semaines, Gaspard Ganzer, on essaie de se demander s'il y a une rationalité dans les prises de décision géopolitiques de Donald Trump. François-Xavier Bellamy nous rappelait à l'instant qu'il y a quand même cette cohérence, en effet, et que depuis déjà de longs mois, le président américain, la diplomatie américaine nous explique que la puissance iranienne devenait menaçante pour l'équilibre de la région, l'Iran n'ayant jamais cessé notamment d'appeler à la disparition d'Israël. Il y a une rationalité géopolitique chez Donald Trump ? Je ne suis pas dans sa tête, et surtout, je ne veux pas y être. Mais vous constatez, vous voyez ses actes. En revanche, je suis plutôt de ceux qui considèrent que il ne faut pas voir de la folie là-dedans. Les conséquences de ces actes et de ces décisions sont folles, mais je crois qu'il y a une rationalité propre au président Trump. Il a d'ailleurs expliqué ce qu'il allait faire pendant la campagne électorale. Ça correspond à un sentiment quand même assez large aux États-Unis. Évidemment, ça correspond aussi à un sentiment très largement partagé en Arabie Saoudite et en Iran. En Israël. Et donc, ils savent, parce qu'ils redoutent l'Iran, ils redoutent les conséquences de cet accord, qui est un accord qui avait été élaboré sur plusieurs années, près de 10 ans, voire plus, et qui, présenté comme un pari, permettait quand même de créer des mécanismes d'entraînement réciproque et qui pouvaient peut-être à terme stabiliser la région. Donc maintenant que Trump a fait ce qu'il avait promis de faire, malgré les tentatives du président Macron, malgré les tentatives de la communauté internationale, je pense qu'on n'est qu'au début des conséquences de cette décision. Et on va vérifier le battement d'aile du papillon, mais en mode aigle royal, qui va faire très 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 mal au cours des prochaines semaines. Moi je pense
notamment un sujet qui est celui des hydrocarbures, parce qu'on avait observé à la suite de l'accord iranien, avec d'autres facteurs, la baisse du prix du baril partout dans le monde, qui avait d'ailleurs affecté indirectement des économies comme l'économie russe, pas forcément positivement. Et maintenant, le prix du baril est en train d'exploser. Alors, je ne sais pas si je peux vous dire que ça va avoir des conséquences très directes en Europe, puisque, comme vous le savez, nous produisons que marginalement des hydrocarbures. Donc, peut-être une des réponses aussi là, et c'est peut-être aussi une des réponses à la dénonciation de l'accord de Paris, c'est d'enfin aller vers cette économie non carbonée qui va nous permettre de garantir notre indépendance énergétique. Hubert Védrine, sur cette question des hydrocarbures, vous voulez réagir ? Dans l'immédiat, Gaspard a raison à terme, mais dans l'immédiat, oui, ça c'est sûr, c'est là je parle du long terme. Le pétrole. Non, ce que je voulais revenir sur un mot qui a été employé, qui est le mot de pari concernant Obama. C'était pas un pari, c'était un raisonnement stratégique. Quand Obama est arrivé, il a dit il y a une politique de sanctions qui pénalise durement le peuple iranien, mais qui n'arrête pas le programme nucléaire. Et d'autre part, on me recommande, c'était Netanyahou, la guerre contre l'Iran. Et le général Petraeus avait expliqué devant les commissions du Sénat que ce n'était pas quelques missiles tirés dans la nuit contre des sites nucléaires ou militaires en Iran, mais des semaines et des semaines de bombardement. Obama a dit c'est juste insensé dans l'état où est le monde de se lancer là-dedans. Donc je ne veux pas. Donc j'impose une autre ligne que la France a combattue, mais en même temps en disant qu'elle améliorait l'accord, qui est devenu plus exigeant, admettons cette idée. Et j'impose une autre ligne qui est celle de l'accord, où les Iraniens renoncent au nucléaire pendant une dizaine d'années, et après on va en faisant. Alors là, le pari intervient là, en disant grâce à ça, je réveille en Iran ce qu'il y a de mieux. Un grand pays qui aspire à la normalisation, à la modernisation, une société... Et la ligne Rouhani contre la ligne des mollahs. Alors du coup, l'ayatollah Khamenei est obligé de laisser élire Rouhani pour faire ça. Mais comme Obama était en cohabitation, qu'il était combattu férocement, de toute façon dingue, aux États-Unis, on ne s'est pas rendu compte de ça. Le Congrès, qui était dominé par les républicains pré-Trump, mais déjà quasiment sur la même ligne, ont tout fait pour que l'accord ne s'applique pas. Et déjà, les entreprises européennes, en tout cas, qui voulaient revenir en Iran, étaient obligées d'aller voir un organisme qui s'appelle l'OFAC aux États-Unis pour mendier l'autorisation d'y aller sans être trop menacé. Enfin, c'était complètement lamentable et ça n'a pas du tout donné les résultats qui étaient attendus en Iran. Donc ça a affaibli Rouhani ce qu'il voulait, puisque c'est une politique du pire qui est menée. Donc je voudrais revenir à Obama, qui était quand même d'un immense courage, d'une immense intelligence stratégique, à mon avis. Et là, on a exactement l'inverse. Imaginons, prenons au sérieux les craintes d'Israël et de l'Arabie, admettons, par rapport à ça. D'ailleurs, sur ce point, Netanyahou est assez soutenu. C'est-à-dire les craintes d'un Iran devenant menaçant, devenant dangereux. Je ne pense pas qu'ils pensent que l'Iran se servirait d'une bombe quelconque, mais en tout cas l'envahissement par les minorités chiites, la déstabilisation, l'implantation des Iraniens en Syrie, où la personne va critiquer Israël de détruire méthodiquement les implantations iraniennes en Syrie. Et des fronts au Yémen, à Bahreïn, qui existent d'ores et déjà. Imaginons, prenons ça au sérieux. Est-ce que la bonne réponse à l'éventuelle menace iranienne, c'est de réveiller en Iran ce qu'il y a de pire? C'est ça qu'ils font. Donc on peut dire, ils ont peut-être quand même un peu raison, il faut faire attention, il faut se méfier. Parce qu'ils sont en train de détruire la seule politique qui permettait d'arrêter cet engrenage. Ils sont en train de réveiller exprès. C'est ça, la politique du pire, c'est pas une politique impulsive, c'est une politique calculée, froide. Alors sur cette politique, ils veulent réveiller en Iran un Iran infréquentable. Cette politique du pire, justement, et cette nuit, faudrait démonter à tout prix. Cette nuit de tir de mardi à mercredi, où l'État hébreu a dit avoir frappé presque toutes les infrastructures de l'Iran en Syrie, Israël disant que c'est en représailles de tirs de roquettes iraniennes sur des positions de Tzal sur les hauteurs du Golan. Vous y avez vu, Sylvie Kofman, les signes d'une escalade, même si les jours après ont été vaguement plus rassurants sur une désescalade à laquelle a appelé également Téhéran. Je crois que, d'après ce que je lis des experts de l'Iran, dont je ne fais pas partie, c'est que l'Iran n'a pas d'intérêt actuellement à l'escalade immédiate. Ça n'est pas, il n'a pas les moyens, ça n'est pas dans sa stratégie actuelle. Israël probablement non plus. Mais ce qui se passe actuellement, c'est qu'on est passé dans un autre paradigme, si je puis dire. On ne parle plus. J'ai écouté Hubert Védrine parlant de la logique Obama que nous comprenons, nous, très bien, Européens, parce que elle correspond en fait à la nôtre. Mais on est passé dans une autre logique internationale et diplomatique, dans un autre langage. C'est la loi du plus fort. On est maintenant dans un monde dont le principal acteur, l'acteur le plus puissant, parce que les États-Unis restent la première puissance mondiale, a décidé
de se fonder, de fonder son action internationale sur la loi du plus fort. Et cette attitude, cette posture va très bien, ce qui est aussi celle d'Israël finalement, elle va très bien à la Russie. Je pense qu'elle va moins bien à la Chine. Et elle ne va pas du tout aux Européens. Donc, il faut maintenant raisonner dans le cadre de ce nouveau rapport de force et de cette utilisation de la puissance brute. Alors, qu'est-ce que peuvent faire les Européens face à ça? Je crois qu'ils ont raison. Vous avez écouté, bien sûr, le président de la République avec dire Aix-la-Chapelle. Ne subissons pas. Très bien, il a raison. En effet, il ne faut pas subir. Il faut aussi être réaliste. Je pense que tous les Européens le sont. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit, les États-Unis sont la première puissance du monde. Ils ont deux armes essentielles, l'arme militaire et l'arme économique. Et les Européens sont dépendants de ces deux armes. N'oublions pas que les États-Unis assurent notre sécurité. Notamment, nous avons vu encore cette nuit, dans la lutte contre le terrorisme, ils sont un allié essentiel, en particulier pour la France. Et ils ont l'arme du dollar, monnaie de réserve. Cette arme dont Valéry Giscard d'Estaing disait c'est un privilège exorbitant. Oui, ils ont ce privilège. Alors, à long terme, à court terme, je crois que nous allons négocier des exemptions pour les compagnies européennes qui veulent faire des affaires en Iran. Bonne chance. Les Américains n'ont pas l'air très, très enclins à l'ouverture en ce moment. Mais à long terme, je crois que c'est un moment qui doit provoquer quelque chose en Europe, et c'est probablement ce qu'Emmanuel Macron cherche à faire, c'est cette prise de conscience c'est le moment justement de se construire en Europe puissance. Oui. Alors européiste ou pas, comme dit Hubert Védrine, je ne sais pas, mais c'est le moment de construire l'Europe économique et aussi l'Europe de la défense. Avec une dimension, je disais tout à l'heure, presque désespérée de ce discours présidentiel d'Emmanuel Macron à Aix-la-Chapelle cette semaine, Gaspard Ganzer. Il faut reconnaître que notre président de la République française n'a pas la tâche facile depuis qu'il est arrivé sur le plan international. Parce que de semaine en semaine, la situation géopolitique mondiale s'aggrave. Il faut lui reconnaître un mérite, c'est qu'il se bat pour essayer de réveiller les Européens. Il le fait avec autant d'enthousiasme, de passion que de réalisme, parce qu'il sait bien que les alliés européens de la France sont quand même très faibles. À l'heure actuelle, on l'a souvent dit ici, Merkel n'en est plus au stade où elle était il y a 10 ans, le Royaume-Uni se débat avec son Brexit, les Italiens se cherchent d'un gouvernement, les Espagnols ont un gouvernement minoritaire, etc., etc., etc. Et donc, une fois de plus, je pense qu'il faut miser sur les peuples eux-mêmes. Parce que je pense que même si ces questions sont éminemment complexes et tout le monde ne peut pas saisir dans le détail ce qui se joue, ce qui se passe, je pense que c'est les consciences européennes comme les consciences américaines, où on le voit que Trump est comme aussi contesté en interne par la population américaine, qui peuvent peut-être nous redonner l'espoir. François-Xavier Bellamy, vous pensez que la semaine géopolitique que nous venons de vivre réveille comme ça une conscience européenne, comme le disait à l'instant Gaspard Ganzer ? On en est encore très loin, et certainement ce processus que décrivait Sylvie Kaufmann prendra un temps qui n'est pas totalement cohérent avec l'urgence des décisions qu'il faut prendre aujourd'hui. C'est maintenant quelques jours essentiels sans doute qui s'ouvrent, qui sont déjà en train de se vivre. Ce qui est certain, c'est que pour reprendre ce que disait Gaspard Ganzer à l'instant, il faut effectivement sans doute parier sur les peuples, et notamment sur le peuple iranien. Comme le disait Hubert Védrine, on voit bien que l'Iran est aussi dans un moment de basculement, un pays traversé par des tensions qui sont très fortes. Il y a toute une génération qui cherche sa voix et qui voudrait aussi en Iran se libérer du joug du pouvoir. Une population très jeune avec un taux de chômage qui ne va pas s'améliorer avec la reprise des sanctions. Avec du coup des difficultés économiques importantes à prévoir et qui vont certainement contribuer à des tensions sociales. Il n'y a certainement pas de pari, pour reprendre l'expression qu'on employait tout à l'heure, à faire sur le regime change, parce qu'on l'a bien vu dans d'autres pays du monde, ça nous conduirait sans doute vers l'inconnu. Mais ce qui est certain, c'est qu'il faut faire en sorte que en Iran soit cultivé ce qu'il y a de meilleur et de plus ouvert à ce dialogue paisible avec le monde occidental. Conclusion sur cette première partie, Hubert Védrine, et peut-être un mot sur le rôle de la Russie de Poutine dans cette affaire. En tout cas, on est très convergents sur l'Europe. On en attend un sursaut. Là, je ne parle pas du tout des discussions techniques compliquées sur l'avenir de la zone euro. Ça n'a rien à voir avec ça, en fait. C'est la question... Moi, je pense que ça n'a rien à voir. Moi, je pense que ça... Sylvie Kaufmann n'est pas d'accord. Vous aurez. Je ne suis pas contre du tout, mais on ne passe pas de l'un à l'autre, en fait. Le problème, c'est un choc mental.
Est-ce que les Européens, à travers ce qu'ils vont vivre comme démonstration publique d'une certaine impuissance, en dépit de tout ce qui va être tenté à juste titre et qu'il faut soutenir, est-ce qu'ils vont se dire à un moment donné, trop c'est trop, c'est plus possible? Il faut qu'on sorte de cette espèce de coma stratégique dans lequel on est, il faut qu'on sorte de cette soumission, dont je rappelle que ça monte longtemps avant Trump. Même quand il y avait tout le discours des Américains qu'on aime bien, etc. Bon, il y avait ces lois extraterritoriales qui sont insupportables, en fait, insupportables. Aux armes que vous avez rappelées sur les outils des États-Unis aujourd'hui, il y a l'arme juridique extraterritoriale, unilatérale. C'est resté un pays profondément manichéen, unilatéraliste. C'était profondément masqué par Clinton, par Obama, etc. Mais le fond du fond, c'est ça. Oui, est-ce que ça va finir par déclencher quelque chose de mental chez les Européens qui serait suffisamment rapide pour qu'Emmanuel Macron puisse le capitaliser, aller plus loin, etc. C'est ça la question maintenant. Oui, l'amende dont a été qui a frappé la BNP Paribas de 9 milliards de dollars, c'était 2014, donc c'était avant Trump. Et c'est vrai qu'on a cette politique des États-Unis d'extraterritorialité qui, sur le plan moral, si je puis dire, qui tient le coup juridiquement, mais moralement c'est très difficile à accepter. On a eu des négociations dans les années 90, en effet, sur ça, avec la loi d'Amato. Enfin bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on est arrivé. C'était l'Amérique de Clinton, c'était les États-Unis de Clinton. Je crois qu'on arrivait à négocier. On parlait d'une certaine manière le même langage. Je pense que maintenant, avec les États-Unis de Trump, c'est beaucoup plus difficile. Et juste une dernière petite chose sur le renforcement de la zone euro, qui a l'air très, très éloigné, en effet, de nos préoccupations. Mais moi, je pense que ça fait partie de la logique. Et personnellement, je pense que ce n'est pas tout à fait un hasard si Mario Draghi, le patron de la BCE, de la Banque Centrale Européenne, a fait un discours très pro-intégrationniste, si je puis dire, enfin demandant à accélérer l'union bancaire, etc. Juste au lendemain de cette décision, ça fait partie de ce mouvement un petit peu, et je crois que renforcer l'euro, ça fait partie de renforcer l'identité et les moyens de défense européenne. Aucun. Dans une Europe fédérale à la majorité. Politiquement, c'est important. Non, mais c'est bien pour d'autres raisons, pour le perfectionnement économique de la zone euro, mais il n'y a aucun lien entre ça et la volonté des Européens de rejouer un rôle stratégique. C'est absolument jamais présent, c'était pas dans l'idée des fondateurs, ça n'a jamais été dans l'idée de la zone euro, c'est complètement déconnecté. Oui, mais le monde des fondateurs n'est plus le monde d'aujourd'hui, nous sommes dans un autre monde. La zone euro ne conduit pas à une Europe puissance. On ne vous mettra pas d'accord aujourd'hui. Non, je ne suis pas contre, mais c'est on deux entend parallèles, la différence. En fait. C'est deux parallèles. On a entendu la différence, et puisque l'actualité de la semaine était pour le moins belliqueuse, on va se demander à présent si les petits Français ne devraient pas eux aussi se souvenir que la guerre peut frapper à leur porte, et elle a frappé d'une certaine manière aussi hier soir. Est-il venu le temps pour eux de reprendre du service, de retourner en caserne? France Culture, l'esprit public, Émilie Aubry. On le sait, le service national universel obligatoire est une idée à laquelle le président Macron tient beaucoup. Il l'a dit pendant sa campagne, redit lors des vœux aux armées. Il pourrait bien, après réception d'un rapport sur le sujet il y a quelques jours, faire des annonces précises sur le calendrier et les modalités de ce service New Look à l'occasion du 14 juillet. C'est après la classe de 3e que les adolescents, filles et garçons, pourraient être envoyés pour 15 jours au moins dans des internats, pendant les vacances scolaires, pour un enseignement moral et civique, une initiation au secourisme et des modules d'enseignement visant, je cite, à une prise de conscience des enjeux de la défense et de la sécurité nationale. D'autres moments d'engagement pourraient être ensuite organisés hors internat. Alors bien sûr, ce projet présidentiel plutôt populaire dans l'opinion a de nombreux détracteurs. Les militaires, bien sûr, d'abord et avant tout, qui ne veulent pas se retrouver avec une charge supplémentaire, eux qui disent déjà manquer de moyens et de temps pour effectuer toutes leurs missions. Critique aussi de ceux qui s'interrogent sur le coût et les modalités, où loger, comment encadrer, comment contraindre à venir les futurs appelés. Sans oublier tous ceux qui ironisent ou se méfient des discours qui consisteraient à vouloir encaserner la jeunesse pour mieux lui inculquer les valeurs de la République. Alors dans sa volonté affirmée de voir la jeunesse française reprendre du service, dans ce goût prononcé pour réveiller les mots civisme, patriotisme, citoyenneté, engagement, le jeune président qui n'avait pas eu à faire son service militaire était-il une nouvelle fois disruptif ou simplement nostalgique ? Le colonel Beltrame, il est mort parce que la France, ce sont des idées, des valeurs. Quelque chose d'une guerre qui le dépasse. Et que les gens qui pensent que la France,
c'est une espèce de syndic de copropriété où il faudrait défendre un modèle social qui ne sale plus, une république dont on ne connaît plus l'odeur et des principes qui fait bien d'évoquer parce qu'on s'est habitué à eux et qu'on invoque la tragédie dès qu'il faut réformer ceci ou cela et qui pense que, en quelque sorte, le summum de la lutte, c'est les 50 € d'APL. Ces gens-là ne savent pas ce que c'est que l'histoire de notre pays. L'histoire de notre pays, c'est une histoire d'absolu. François-Xavier Bellamy et Gaspard Ganzer, vous qui tous les deux êtes nés après 1979, pardon de révéler des secrets qui donc n'avaient pas eu la possibilité de faire vos services militaires. Comment est-ce que vous regardez cette obsession présidentielle? Réinventer un service obligatoire, ça fait sens, ça a une utilité pour la jeunesse des années 2020, Gaspard Ganzer? Alors oui, vous faites bien de rappeler que vous êtes de la même né année que le président de la République. Non, je suis plus jeune que lui, je tiens à le dire. Il est né en 77 et moi en 79. Pardon. Et donc, j'ai été effectivement exempté de mon service militaire. C'est une décision du président Chirac que moi j'avais salué à l'époque parce que je trouvais Jacques Chirac a signé le 27 juin 2001 ce décret qui suspendait les incorporations. Exactement. Et sa décision a été prise en fait dès 95. Ça avait été une des toutes premières décisions. Et donc moi j'y étais très favorable à l'époque et j'y suis encore très favorable à la suppression ou en suspension, parce que c'est une suspension du service militaire. Pourquoi ? Parce que je pense que ce qu'était devenu le service militaire à l'époque en faisait quelque chose de dévoyé. Il y avait des inégalités, certains le faisaient, d'autres le faisaient pas, beaucoup étaient exemptés. Par exemple, Emmanuel Macron, je suis désolé de le rappeler à ce micro, et qu'il est en 77, n'a pas fait son service militaire alors qu'il aurait pu ou dû le faire, puisque lui, son année de naissance n'était pas exemptée, et comme il a poursuivi ses études, il ne l'a pas fait. Donc moi, j'aurais toujours plus de crédibilité, enfin je trouve qu'il y a toujours plus de crédibilité à parler de quelque chose qu'on a souhaité faire soi-même. Par exemple, François Hollande, vous savez qu'il avait été dispensé du service militaire et qu'il l'a fait quand même avant l'ENA. Mais plus sérieusement, au-delà des questions de personnes qui n'intéressent personne, moi je suis contre cette idée. Pour 3 raisons. La première, c'est que je trouve ça incroyablement cher. On attend les chiffrages. Quelques milliards, dit le rapport, ce qui n'est pas très précis. Quelques milliards. On nous bassine, je suis désolé, avec les problèmes moins de finances publiques. Moins de 5 milliards, en tout cas. Et là, on nous dit que ça va coûter plusieurs milliards d'euros. Et les militaires qui sont bien placés pour connaître leur budget sont eux-mêmes contre. Première chose. Deuxième chose, on veut certainement faire jouer au service militaire ou à l'armée un rôle qui est quand même largement dévolu à l'école. Donc c'est pas parce que l'école peut être en carence sur certains aspects qu'il faut demander aux militaires de s'occuper de ce que l'école doit faire. C'est la deuxième raison. La troisième, c'est que ça risque d'abîmer une très bonne idée qui d'ailleurs a été lancée à l'époque de Nicolas Sarkozy et amplifiée par François Hollande, qui est celle du service civique, qui prend son ampleur progressivement, qui fédère de plus en plus de jeunes. 6 000 engagements volontaires en 2010, 123 000 en 2017. Et alors surtout, mais vraiment, je trouve que cette idée est d'une condescendance vis-à-vis de la jeunesse. C'est insupportable. Parce que derrière cette idée, il y a les petits jeunes, on va les mettre au pas et on va voir ce que vous allez voir. Et ça, je trouve ça déjà ridicule et je trouve ça surtout dangereux. François-Xavier Bellamy, est-ce que vous partagez ce jugement sévère de Gaspard Ganzer? Est-ce qu'en caserner la jeunesse pour lui inculquer les valeurs de la République, vous trouvez ça condescendant? Ce qui est certain, c'est qu'il faut regarder en face la réalité d'un problème, d'une difficulté majeure qui est le fait que la crise de notre école et la crise éducative que traverse la France fait qu'aujourd'hui, beaucoup de jeunes Français ne parviennent pas à se reconnaître dans le pays dans lequel ils grandissent, ne parviennent pas à y participer vraiment, à s'intégrer complètement à leur pays, quelle que soit d'ailleurs leur histoire personnelle et l'origine de leur famille. En tous les cas, on a un véritable problème et on voit bien d'où vient cette idée. Maintenant, je partage exactement l'avis de Gaspard Ganzer sur ce sujet. D'abord, il faut prendre les gens au sérieux, ce n'est pas un service militaire dont on parle. Parce que de toute façon, l'armée n'a absolument plus les moyens d'accompagner 900 000 jeunes par an. Ça n'a aucun sens. Donc on parle ici d'une proposition qui est née d'une simple promesse de campagne survenue à un moment opportun pour gagner des points dans les sondages et qui effectivement n'a aucun contenu réel, aucun contenu. C'est-à-dire que le rapport qui a été publié nous dit qu'on va recruter d'anciens appelés pour pouvoir, c'est-à-dire des jeunes qui seront passés par là pour pouvoir encadrer les jeunes qui seront là. Quand ils seront pas là, en attendant, on va peut-être recruter des élèves qui sont en licence de STAPS, en licence de sport, ou bien des gens qui, nous dit le rapport, n'ont aucun diplôme, mais qui malgré tout ont une capacité de communication suffisante. Tout ça n'a aucun sens. On va mettre des jeunes dans des baraquements pendant 15 jours pour le simple plaisir de dire qu'on leur a mis un uniforme et qu'on a fait quelque chose. Mais en réalité, comment est-ce qu'on peut imaginer, pour moi c'est surtout ça la question, qu'en 15 jours,
Un dispositif de cette nature va régler un problème que l'école n'a pas solutionné en 15 ans. En tout cas, si le rapport est appliqué, c'est plus que 2 semaines. C'est 2 semaines en internat, puis une autre quinzaine à définir, et ensuite des possibilités d'engagement à valider. Pour ceux qui veulent, qui revient un peu au service civique. Mais dans tous les cas, c'est 15 jours, peut-être un mois, mais enfin, on ne va pas régler en un mois ce qui n'a pas été traité par l'école pendant 15 ans. Ce qui compte, c'est de reconstruire l'école. Ce qui compte, c'est de faire ce travail de fond. Et pour le reste, on n'a pas besoin de cette mesure gadget. D'autant que, comme le disait Gaspard Ganzer, effectivement, on nous parle d'un dispositif qui devrait coûter 3,5, 4 milliards, peut-être 5 milliards d'euros, même si le chiffrage n'est pas proposé. Le rapport, il y a d'ailleurs 2 rapports qui, curieusement, n'ont pas été publiés sur le sujet. Le seul rapport qui a été publié nous dit qu'on va offrir des gilets jaunes à la fin des 15 premiers jours. Enfin, on rentre dans un luxe de détails inouï, mais est incapable de nous dire exactement combien ça va coûter. Si ça coûte 3 milliards d'euros par an, c'est la moitié du budget de la justice. C'est scandaleux. Enfin, je veux dire par là que, est-ce que c'est une vraie leçon de civisme de faire payer aux générations qui rembourseront la dette le prix de cette espèce d'instruction absurde dans laquelle on va les occuper pendant 15 jours dans un endroit sans avoir de projet pédagogique qui viennent d'abord. Il y a vraiment quelque chose de scandaleux dans le fait qu'effectivement, il s'agit avant tout d'une forme de communication politique, et là on atteint, je crois, ce que la communication politique, tout parti confondu, peut atteindre de pire, c'est-à-dire le moment où elle s'entête à réaliser quelque chose qui n'a aucun sens, simplement parce que ça a été promis un jour et qu'il ne faut pas perdre la face. Bon, pour vous aussi, c'est un gadget, Hubert Védrine ? En ce qui me concerne, je pense que ça n'a évidemment aucune utilité militaire, et que c'est même militairement tout à fait ça n'est pas sa vocation non plus. Impossible. Et que l'armée d'ailleurs avait souhaité énormément la décision de Jacques Chirac, parce que tout ça n'a plus rien à voir avec les missions modernes compliquées des armées. C'est-à-dire créer une armée de métier adaptée, professionnelle. Alors, je comprends un peu plus que d'eux la nostalgie d'une sorte de rendez-vous où la jeunesse, à un moment donné, tout le monde sait, ouais, mais comme le rappelait Gaspard, il y a très 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 longtemps que ça n'était plus le cas, en fait, ce rendez-vous, parce que peu de gens y allaient, mais c'est une idée très ancienne, c'est une nostalgie qui vient de là. Ça ne veut pas dire qu'elle soit complètement ridicule, parce que ça correspond à une fonction qui n'est pas remplie, en fait. Mais c'est vrai que dans l'idéal, comme tout ça, ça va s'avérer très coûteux, très compliqué, et en fait pas efficace, etc. Dans l'idéal, si on pouvait avoir une école qui remplisse sa fonction, mais ça suppose que Monsieur Blanquer, qui est le meilleur ministre qu'on ait vu depuis très 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 longtemps, soit ministre pendant 10 ans. Enfin, peut-être qu'il ne faut pas lui souhaiter, j'en sais rien, mais s'il atteignait complètement son objectif et que l'école refonctionne en remplissant ses fonctions, oui, on a moins besoin de ça. Donc ça, plus le service civique que rappelait Gaspard Ganzer, c'est sans doute la bonne réponse. Mais il manque quand même l'idée d'un rendez-vous. Mais là, c'est pas du tout un rendez-vous militaire, c'est une sorte de gigantesque rendez-vous annuel d'instruction civique par rapport à ça. Vous voyez, donc je suis en grande partie d'accord avec ce qu'ils ont dit. Étonnant de voir d'ailleurs comment, ne serait-ce que sur un plan constitutionnel, en réalité, la France de 2018 ne peut pas se le permettre. Le problème constitutionnel étant que pour l'instant, l'État n'a pas le droit d'imposer une obligation de séjour à l'ensemble d'une classe d'âge, sauf à des fins de défense nationale. Ça dit quelque chose aussi sur notre époque, Sylvie Kaufmann ? Oui, à des fins de défense nationale, fiscale, je crois, et d'instruction, d'éducation. Bon, c'est effectivement il y a un petit problème juridique qu'il faudra contourner, mais Emmanuel Macron dit que ça ne l'arrêtera pas. Non, la vraie question, je crois, c'est comment... Je suis d'accord avec vous sur la dimension militaire de ce service est à écarter. Personne n'en veut, tout le monde a compris que ça n'était pas le sujet. Donc oublions ça. Les armées sont occupées et bien occupées, comme on l'a vu déjà tout à l'heure. Mais il reste une dimension qui est celle de cohésion nationale et elle ne date pas d'Emmanuel Macron, cette volonté. Jacques Chirac, après les émeutes de 2005, les émeutes de banlieue de 2005, a exprimé le souhait, si je me souviens bien, d'un service qui concernerait au moins 50 000 jeunes de banlieue, et puis rien n'a été fait. Ensuite, Nicolas Sarkozy, pendant la campagne de 2007, a demandé, je crois, à Luc Ferry de se pencher sur la question. Il y a eu un débat déjà sur l'aspect obligatoire, volontaire, et finalement est sorti de là, je crois, le service civique, l'idée du service civique qui existe depuis 2010. Ce service civique est une réussite, me semble-t-il, de ce que l'on constate. En tout cas, c'est ce que racontent les chiffres. C'est ce que disent les chiffres. Ils sont en augmentation constante. De 6 000 à 123 000. Ils remplissent une vraie fonction. Ils sont utiles à la société. Ils rendent des services aux gens, ces volontaires du service civique, de vrais services. Ils rendent aussi, je crois, un service aux
aux volontaires eux-mêmes, puisque ce sont des jeunes donc entre 16 et 25 ans qui remplissent ce qu'on appelle une mission. Entre 6 mois minimum, 1 an maximum. Ils touchent une indemnité, donc ça c'est très intéressant aussi parce que je crois qu'une des, le fait, c'est un fait, un des objets affirmé par Martin Hirsch, d'ailleurs, qui était le premier président de l'agence de service civique. L'un des objets de ce service civique, c'était de ne pas de s'adresser à ces jeunes qui étaient hors système, d'une certaine manière, ou décrocheurs, ou de jeunes de banlieue ou d'ailleurs, et qui ne se sentaient pas intégrés. Donc il y avait une demande de respecter un minimum de diversité que devaient appliquer les associations et les organismes qui emploient ces jeunes. Et c'est pour ça aussi qu'il y a cette indemnité de 570 € pour que ça ne soit pas que les jeunes qui habitent chez leurs parents, qui ont des moyens d'existence, qui le fassent. Donc là, il y a, je crois, cette dimension de brassage social et de cohésion nationale qui est appliquée. Donc ça répondait à un besoin. Peut-être que c'est là-dessus qu'il faut bâtir ce service national. C'est vrai qu'il y a un problème, l'équation à résoudre, c'est comment ne pas, pour Emmanuel Macron, comment ne pas se déjuger d'une promesse assez hors sol, en fait, qui a été faite pendant sa campagne électorale, qui a été répétée parce qu'elle était bien accueillie, je crois. Elle était en effet assez populaire. Voilà, si on donc là aussi, il y a quelque chose sur quoi probablement il faut construire, mais il faut le faire d'une manière le moins coûteuse possible et qui ait une utilité. Mais parce qu'également, on voit bien, François-Xavier Bellamy, comment la notion de patriotisme est importante dans la sémantique macronienne et on se dit que cela, quelque part, doit vous séduire. Il y a eu toute cette bagarre, notamment pendant la campagne, entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen et le Front National, puisque pour Emmanuel Macron, le patriotisme s'oppose au nationalisme, quand chez Le Pen, le patriotisme s'oppose à mondialisme. Donc il y a un combat qui relève d'un combat d'idées aussi dans cette affaire. Ce qui est sûr en tous les cas, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure et à ce qu'on partage ensemble, c'est que cette idée a été populaire parce qu'elle répond à un besoin, que tout le monde pressent ce besoin. Maintenant, ces mots-là, pourquoi sont-ils discrédités ? Parce qu'ils ne sont que des mots, justement. Je veux dire par là que parler à n'importe quel lycéen aujourd'hui de ces cours d'éducation civique, juridique et sociale, les cours de CJS, il vous dira à quel point le mot même de citoyenneté a été profondément discrédité par le fait qu'il apparaît comme un terme d'éducation morale qui ne correspond à aucune expérience concrète. Et de ce point de vue-là, bien sûr, on comprend le besoin de cette expérience concrète du lien que nous avons avec la communauté nationale. Mais ce qui est certain, c'est que, et c'est là que cette réponse est une mauvaise réponse, et surtout une réponse qui, comme le disait Gaspard Ganzer, est une forme de mépris, non pas seulement à l'endroit des jeunes, mais à l'endroit de la population française. On nous parle d'un service militaire, il n'est pas militaire. Alors on dit service national, mais comme le disait si bien Sylvie Kaufmann, ça n'est pas un service. Les jeunes qui vont passer ces 15 jours ou ce mois, ils vont de nouveau être confrontés à une sorte d'instruction dans laquelle on va leur expliquer que c'est très important les citoyens. On ne va pas, une fois de plus, leur donner l'occasion de s'engager concrètement. Je crois beaucoup à cette phrase de Thibon comme enseignant qui dit « Celui qui ne me donne rien, c'est celui qui ne me donne pas l'occasion de me donner ». Et c'est vrai qu'on voit bien que les jeunes aujourd'hui cherchent des occasions d'expérimenter concrètement une forme de lien avec la communauté nationale. Et ce sur quoi on pourrait réfléchir, c'est à la manière dont on peut permettre à des jeunes de s'impliquer dans la vie de la communauté nationale. Alors ça peut être en développant le service civique, ça peut être aussi, et pourquoi pas commencer par écouter les militaires. Ce qui vous dérange, c'est le côté coercitif de ce projet ? C'est même pas tellement le côté coercitif, surtout que ça ne correspond à rien. C'est-à-dire que généralement, plus on fait des choses coercitives, moins elles sont de qualité. Et plus elles sont bonnes, et moins on a besoin de les contraindre. Là, on devrait pouvoir commencer par demander, par exemple, pourquoi pas à nos forces de sécurité, de police, de gendarmerie, à nos forces militaires, comment des jeunes pourraient venir aider. On voit bien qu'aujourd'hui, il y a un débat sur l'opération Sentinelle. Je suis sûr qu'il y a des jeunes de 18, 19, 20 ans qui seraient très heureux de pouvoir donner 1 an au service de leur pays, mais il faudrait que ça corresponde à un véritable service, justement. Et au lieu de faire ça, on impose à l'armée avec une forme de brutalité la prise en charge de ce dispositif qui ne correspond pas à ses missions, qui ne répond pas à ses besoins et qui finalement ne renvoie à aucune réalité concrète. Qu'est-ce que ça nous dit aussi, Sylvie Kaufmann, de la vision sociale ou des enjeux sociétaux du macronisme, justement cette obsession d'instaurer un service national
nationale et puis ces propos qu'on a pu entendre, qu'on a mis tout à l'heure au début de ce chapitre, ce qu'il a pu dire dans le documentaire de Bertrand Delay pour revenir une nouvelle fois sur l'histoire du colonel Beltrame, pour rappeler que la France est une histoire d'absolu. Qu'est-ce que ça veut dire dans ce qu'est le fondement du macronisme ? Je crois qu'il y a cette volonté de jouer sur cette corde qui existe, cette corde qui est sensible chez les Français, surtout dans cette période que nous vivons. Mais après, il faut cette corde, si je puis dire, après il faut la mettre en musique, c'est-à-dire concrètement, il faut développer, construire quelque chose. Il y a une chose qui me frappe beaucoup en France, dans d'autres pays européens et dans des pays anglo-saxons, dans des pays du Nord. On valorise beaucoup dans l'éducation, enfin dans le parcours scolaire, les expériences associatives ou humanitaires des enfants, des jeunes. Et c'est un plus dans le parcours scolaire si vous avez participé à un travail associatif, si vous êtes engagé dans une action humanitaire, si vous faites du soutien scolaire avec des gens plus jeunes que vous, enfin voilà, toutes sortes d'actions sociales. C'est un plus pour votre parcours scolaire. En France, on n'a pas du tout cette culture-là. Et je crois que c'est quelque chose qui pourrait faire partie de cet engagement. Les jeunes ont souvent envie de s'engager, ils sont fiers quand ils le font. Il y a vraiment quelque chose là, je crois qu'il faut trouver le moyen d'exploiter. D'ailleurs, dans les 123 000 jeunes qui font un service civique, une grande majorité le fait dans des associations. Et en effet, l'agence explique très bien comment, après cette expérience, généralement, ils trouvent très facilement du travail. Ça veut dire que c'est comme une piste à continuer d'explorer, Hubert Védrine. Oui, ce qui me frappe en écoutant ce que nous disons là, c'est que dans la jeunesse de l'idée, je pense que ce n'est pas sans lien en même temps avec l'inquiétude que l'on ressent par rapport aux jeunes musulmans. Il faut dire le terme, puisqu'on a parlé des jeunes de banlieue. C'est un nom de code pour dire jeunes musulmans, jeunes de banlieue. Or, on voit bien, puisque les enquêtes s'accumulent avec les années, qu'il y a quasiment la moitié, près de la moitié des jeunes, je ne pense pas les musulmans français de tous les âges, mais les jeunes qui se considèrent comme en dehors de tout, qui se considèrent régis par la charia, qui ne connaissent pas d'ailleurs. Ce que rappelle d'ailleurs ce matin le journal du dimanche avec une grande enquête sur comment le salafisme agit aussi sur les réseaux sociaux. C'est une enquête de plus, parce qu'il y a eu beaucoup de rapports, il y a eu le travaux de Bigorne, d'Hakim El Karoui, il y en a d'autres avant, etc. Bon. Donc un pourcentage horriblement élevé. J'avais d'ailleurs entendu, moi, des imams dans une réunion où ils célébraient Jean Daniel pour ses positions sur le Proche-Orient, s'inquiétaient de ça, de cette perte de contrôle. C'était il y a 10 ans, 12 ans, quelque chose comme ça. Donc quand on parle jeunes de banlieue, on se dit c'est quand même terrible de voir tous ces jeunes qui ne reconnaissent pas évidemment, ils rejettent le patriotisme, tout ce qui avait un rapport avec la France, la République, tout ça mélangé. Donc il faut faire quelque chose. Donc c'est dans les motivations. Donc on retombe sur un autre terrain, mais auquel l'initiative ne répondrait pas, j'imagine, qui est comment faire reculer l'emprise du salafisme dans ces populations. Et même si c'est pas une question que socio-économique, il y a une dimension religieuse vraie, en fait. Il ne suffit pas de trouver des jobs, il y a tout un autre combat à mener. C'est quand même un peu lié à ça. Et on voit bien que le service civique, que moi aussi j'applaudis, donc je souhaite le développement, que ce soit multiplié par 10, naturellement. Aussi bien l'initiative actuelle ne traite pas exactement ce sujet. Mais c'est tellement compliqué, c'est tellement embarrassant qu'on ne nomme pas exactement l'objectif. François-Xavier Bellamy, vous opinez du chef en écoutant Hubert Védrine. Oui, ce qui est certain, c'est que le petit biais, qui est le gros biais même qui existe, on se félicite tous du succès du service civique, mais enfin il touche d'abord des jeunes qui sont très bien intégrés, bien formés, et c'est aussi pour ça d'ailleurs qu'ils trouvent facilement du travail, c'est qu'il y a une sorte de biais de sélection qui fait que ce sont souvent des jeunes qui ont déjà un très beau parcours scolaire et universitaire qui s'engagent souvent, en tous les cas plus élevé que la moyenne des jeunes français. Et à l'inverse, ceux qui sont les plus en difficulté ne s'engagent pas dans le service civique. Moi je suis président d'une mission locale qui accompagne les jeunes en grande difficulté d'insertion professionnelle, clairement aucun d'entre eux ne va s'impliquer dans le service civique. Ce qui est certain, c'est que des jeunes qui s'engagent en service civique, du coup, vont être conduits au contact de jeunes plus en difficulté par ce biais-là. Mais c'est pas ce dispositif qui va permettre l'intégration de jeunes qui sont eux-mêmes déjà dans les périphéries ou dans les marges de la vie de la société française. Maintenant, du coup, il faut travailler effectivement à comment nous pouvons soutenir ceux qui travaillent sur le terrain. Et là, de ce point de vue-là, le gouvernement a pris très récemment une décision assez incompréhensible qui est passée un peu inaperçue, mais avec la directive voyage, vous avez des centaines de milliers de jeunes qui partaient jusque-là en colonies de vacances, en camp scout. On sait que c'est des lieux qui sont pour le coup des occasions d'intégration assez forts, qui sont souvent au contact de milieux populaires. Je pense aux Scouts de France, par exemple, à un très grand mouvement, aux différents mouvements de scoutisme, à des colonies de vacances ou à des associations d'éducation populaire extrêmement variées. Et cette directive voyage qui a été récemment transposée par le gouvernement va
condamné une très grande partie de ces activités parce qu'on les oblige à rentrer dans le protocole ordinaire des voyagistes ou des agences de voyage, ce qui est absolument impossible pour eux. Et donc là, c'est clair que c'est ce terrain associatif qu'il faut qu'on réussisse à conforter pour lutter contre le salafisme, parce que lui prospère par la base. Mais ce qui est absolument certain, c'est que c'est, encore une fois, c'est pas 15 jours d'organiser par l'État pour 900 000 jeunes qui vont permettre de retourner des jeunes qui sont travaillés eux aussi par la propagande salafiste depuis des années. Gaspard Ganzer, quelle tentative alors, puisque vous cherchez tous à trouver des solutions pour réparer notamment ce qu'on pourrait appeler le lien État-nation, à défaut de parler du lien armée-nation, les scouts de France, les associations et peut-être un projet d'une toute autre ampleur? Moi, je crois qu'il faut pas tout attendre de l'État. En France, l'État est très fort. C'est notre culture, c'est notre histoire. Mais il n'y a pas que l'État en France. Il y a aussi des associations, il y a aussi des initiatives citoyennes. Il y a des corps intermédiaires. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose de peut-être surprenant dans ce qui se passe depuis un an dans ce pays. C'est que Emmanuel Macron avait fait campagne sur la restauration de la fonction présidentielle. Ça, je pense qu'il l'a fait. On l'a vu et c'est très bien. Mais il y avait aussi une exaltation de la liberté, de l'engagement personnel. Dans ses vœux du 31 décembre dernier, il a encore une fois repris les mots de Kennedy, appelant chacun à voir ce qu'il peut faire pour son pays. Eh bien, il faut le prendre au mot. Et c'est ça qu'il faut faire. S'appuyer sur les associations et pas réduire leur crédit. S'appuyer sur le service civique et pas tenter de le dévoyer en faisant un service obligatoire. S'appuyer sur les syndicats, sur les contre-pouvoirs, etc. Parce qu'on a aussi un pays qui est frondeur, révolutionnaire, libre. Et moi, j'ai envie qu'on exalte de nouveau cette liberté, cette volonté d'engagement. Et là, c'est le candidat à la mairie de Paris qui me paraît ou pas? À 11h54. Vous avez vu venir. Non, par contre, c'est l'homme libre qui s'exprime ici sur France Culture. On peut être libre et candidat à la mairie de Paris. On peut être libre, réfléchir à plein de choses, notamment au sujet qu'on évoquait ce matin, mais aussi à Paris, sans avoir d'agenda électoral caché. Je revendique totalement ma liberté de Parisien de réfléchir à ma ville, ça c'est sûr. C'est un peu de la langue de bois, ça, quand même. Pas du tout, c'est de la liberté. Langue de bois du dimanche. Mais c'est vous qui incarnez la vieille politique, Émilie Aubry, là, de tout de suite vouloir parler des séances électorales qui ont lieu dans 2 ans. La vieille femme que je suis va demander à mes invités quelques conseils de lecture rituels pour conclure cette émission, au cours de laquelle nous aurons abordé plusieurs thèmes. Sylvie Kaufmann, cette semaine. Je crains de devoir parler une deuxième fois d'un livre que j'ai déjà cité, mais qui aujourd'hui, dans la lecture, s'impose encore plus aujourd'hui. C'est celui de Maya Candel sur les États-Unis et le monde, qui est un très bon livre qui nous éclaire sur cette relation nouvelle de l'Amérique de Donald Trump avec le reste du monde. Hubert Védrine. Moi, le livre le plus extraordinaire que j'ai lu récemment et qui a un rapport avec nos sujets, c'est un livre qui s'appelle « Les 30 empereurs qui ont fait la Chine ». C'est un livre absolument d'un intérêt absolument prodigieux, très bien écrit par Bernard Brizet, si je ne me trompe pas, et qui reprend l'histoire de la Chine depuis l'empereur mythique, puis le premier empereur, tout ça, ça va jusqu'à Xi Jinping. C'est absolument fascinant. Et on retraverse toute une série d'épisodes qu'on a vaguement en tête, comme la guerre de l'opium, ou la révolte des Tenping, ou les 55 jours de Pékin, ou alors etc. C'est passionnant. Passionnant, et compte tenu de la place de la Chine, aujourd'hui et demain, on est obligé de se concentrer plus. Il y a aussi les mémoires de Claude Martin, qui est ambassadeur là-bas pendant longtemps. Vous avez déjà parlé, en effet. J'en ai parlé. Livre de chevet d'Hubert Védrine. Les 30 empereurs, oui. Merci pour ce conseil, Hubert Védrine. François-Xavier Lamy. Peut-être pour mesurer l'ampleur du défi auquel on est confronté avec cette jeune génération dont on a parlé ce matin, un livre assez terrible mais nécessaire qui est La communauté de Raphaël Baquet et Ariane Chemin sur l'histoire de la ville de Trappes. C'est un livre passionnant qui de façon très, très méticuleuse analyse la réalité d'une ville de banlieue aujourd'hui et qui nous donne aussi une idée de l'ampleur des actions qui seraient nécessaires pour relever ce défi. Et les conseils du jeune Gaspard Ganzer. Vous allez me mettre mal à l'aise, Émilie Aubry. Vous êtes incroyablement jeune dans la tête, dans le sang, et je suis très fier d'être ici. Sans trop s'éloigner du sujet, j'aimerais quand même citer un livre que j'ai beaucoup aimé, qui s'appelle Les Invisibles, une enquête corse de Antoine Albertini, et qui en fait touche au sujet qu'on a un peu évoqué ici dans l'émission, des étrangers, de leur place en France. C'est l'histoire malheureusement d'un meurtre, d'un homicide d'un travailleur étranger immigré en Corse, et Antoine Albertini, qui est un très bon journaliste, il a une belle plume, part sur les traces de ce meurtre. Et puis le livre de l'historien Michel Auvray, L'âge des casernes, histoire et mythe du service militaire, qui était sorti juste après l'annonce de Jacques Chirac et qui raconte à travers l'histoire justement ce que représente dans la République ce moment d'engagement. Merci beaucoup à tous les quatre, Hubert Védrine, Sylvie Kaufmann, François-Xavier Bellamy et Gaspard Ganzer, d'avoir été nos visiteurs du dimanche. Merci à Luc-Jean Reynaud qui, comme toujours, a réalisé cette émission, à Marine Beccarelli qui l'a préparée avec moi, à la technique aujourd'hui Jacques Azur,
Hubert et Camille l'Ermite. Tout de suite, Alain Krugère, un déjeuner du dimanche à ne manquer sous aucun prétexte. À la semaine prochaine. France Culture, l'esprit d'ouverture. France Culture présente Restez vivant, méthode. Un film d'Éric Lissaout. À partir du texte de Michel Houellebecq, Iggy Pop partage avec nous sa stratégie pour rester vivant dans un monde impersonnel. Au travers d'expériences vécues, il s'intéresse au rôle du poète